Et si on allait bien, en compagnie de Nathalie, des professionnels, des passionnés du bien-être et du développement personnel partagent leurs connaissances, leur savoir-faire. Rendez-vous tous les mercredis de 19h à 20h dans l'émission Et si on allait bien sur Open FM. Bonsoir à tous, Nathalie à vos côtés jusqu'à 20h pour parler de choses qui vont nous faire du bien, pour parler de choses qui nous font aller mieux. Tout à l'heure, nous aurons au téléphone Micheline Joson qui nous parlera de son association Passerelle 87 à Limoges. Et avant ça, je suis ma propre invitée, Bruno, dis donc. J'ai fait fort ce soir. Tu as raison, il faut se faire plaisir de temps en temps. Comment vas-tu? Ça va? Bien. Merci. Alors je m'auto-invite en fait et je vais parler du bonheur ce soir. J'ai décidé que ce serait une chouette thématique pour commencer ce début d'année. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une idée qui fait rêver tout le monde, ça, le bonheur. Et oui, parce que c'est notre quête à tous, d'une certaine façon en fait. Les magazines, les livres, les émissions de télé, même il y en a eu quelques-unes, fleurissent à ce propos, sur la thématique du bonheur. Ne trouves-tu pas que le mot est employé un peu à toutes les sauces? Tu vas nous en parler. Tu le trouves galvaudé, c'est ça? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise en fait à la place de bonheur? Je ne sais pas s'il y a un terme qui peut remplacer bonheur, mais bon, c'est vrai que c'est toujours une quête. C'est une quête, donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait une belle idée. Alors, je vais le faire à travers un prisme particulier, en fait, qui est un de mes outils professionnels par ailleurs, qui est celui de la psychologie positive. Je vais un petit peu expliquer tout à l'heure ce que c'est. Simplement, avant ça, j'ai envie de rappeler, faire un petit rappel préalable, indispensable, qui a l'air d'être une évidence, mais c'est de se dire et d'être convaincu que l'on a droit au bonheur. Parce que pour le coup, si on pense ne pas le mériter, il est bienvenu d'aller à la rencontre de ce qui nous amène à avoir cette croyance, une telle croyance. Et puis pour tous les autres, ceux qui sont sûrs, qui sont convaincus que l'on a droit au bonheur, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on s'est déjà demandé qu'est-ce que c'est pour soi le bonheur? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ah oui, forcément, évidemment. Ouais, mais la question est facile, mais la réponse... Alors voilà, c'est de trouver les réponses ensuite. Et tu as trouvé ta réponse à toi? Parce qu'en fait, il y a autant de réponses que de personnes, en vérité, que d'individus. Je crois que le bonheur est nécessaire à notre survie. Ah oui, c'est pas un luxe, c'est véritablement indispensable. Oui. Après, c'est comment le trouver? Alors voilà, justement, on va aborder un petit peu ça tout au long de l'émission, avant de retrouver notre invité coup de cœur tout à l'heure. On fera évidemment des pauses musicales, l'émission n'est pas bouleversée, mais disons qu'elle a un petit déroulement différent de d'habitude. Donc on va aborder ce que dit la psychologie positive à propos du bonheur, les idées fausses aussi que l'on a, parce qu'on en a un paquet à propos du bonheur. Et puis enfin on verra comment mettre concrètement plus de bonheur dans sa vie, en tout cas comment être un petit peu plus heureux. Alors depuis tout à l'heure je parle de la psychologie positive. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? En fait c'est l'étude scientifique de ce qui favorise, influence le bien-être, l'épanouissement des individus, des groupes, etc. C'est une discipline vraiment scientifique. Alors elle est récente, parce qu'elle date de la fin des années 90, 1998, je crois. Elle a été développée par un psychiatre américain qui est Martin Seligman. Donc je fais ces quelques précisions pour poser un peu le cadre. On va pas faire un historique vraiment très très important, mais pour dire un peu d'où ça vient, à quoi ça correspond, parce que c'est quoi? Est-ce qu'on peut le confondre avec la pensée positive? Je vais en parler dans un instant. Donc elle a été développée aux États-Unis. En fait, cet homme, ce psychiatre, a eu un déclic lors d'un voyage en avion, pendant lequel il discutait avec son voisin de vol. Celui qui était assis à côté de lui, ce monsieur était un chef d'entreprise et puis il lui explique sa méthode de management pour développer, augmenter la créativité et l'optimisme chez ses employés. Et Martin Seligman est très intéressé parce que du coup, il se met à faire un parallèle dans son esprit, à avoir un déclic. Il se dit, mais pourquoi alors ne pas étudier l'origine du bien-être, ce qui le favorise, plutôt que de se focaliser sur le mal-être? Parce qu'à ce moment-là, effectivement,
jusque-là, la vision de la psychologie, de la psychiatrie, c'était de s'intéresser à ce qui n'allait pas, à des personnes en souffrance. On est bien d'accord, hein, c'est plutôt ça en fait, hein, la psychologie. Quand on va consulter un psy, c'est parce qu'on va pas bien. Et pour le coup là, il inverse, il retourne un petit peu les choses, il les prend sous un autre angle, et donc c'est devenu le principe de pourquoi attendre d'aller mal pour commencer à aller mieux. C'est pas mal ça comme vision des choses. Pourquoi attendre d'aller mal pour commencer à aller mieux? Moi, je trouve ça plutôt... Oui, dès l'instant où on se sent, je dirais, dans une position de bien-être, on se pose même pas la question. Finalement, on se dit, ça y est, le bonheur, il est là. Oui, on peut être à un état neutre, on va dire, avoir envie d'aller un peu mieux encore. Ce qui, effectivement, à noter, c'est que la psychologie positive, elle ne s'adresse pas à des personnes qui sont en dépression, etc., qui sont en grande souffrance. Où là, effectivement, la psychologie, la psychiatrie traditionnelle et classique opèrent de manière plus pertinente, on va dire. Hein. Différemment, en tout cas. Oui. Voilà. Donc, attention, je le disais tout à l'heure, la psychologie positive, ça n'est pas la pensée positive. Hein. Il ne s'agit pas de se répéter des affirmations positives comme des mantras tout au long de la journée, hein, ni même de vivre dans un monde de bisounours en niant toute émotion, notamment toute émotion négative, ou en affichant un sourire béat permanent. On n'est pas du tout dans ça, on n'est pas dans un truc de chausser des lunettes roses et puis de s'auto-convaincre. Alors, comme c'est une discipline scientifique, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça signifie qu'elle repose sur des études, en fait, hein, des expérimentations, comme on peut le faire en laboratoire, des expérimentations rigoureuses, applicables au plus grand nombre, hein, c'est le principe même de la science. Donc, cette science du bonheur, si on voulait la résumer ainsi, la psychologie positive, elle a validé donc plusieurs outils hein, pour leur capacité à augmenter notre niveau de bonheur. J'y reviendrai tout à l'heure, de manière concrète, hein, à la fin de cette chronique. Alors, la psychologie positive, c'est d'abord identifier nos forces pour nous appuyer sur elles, en fait. C'est ça, hein, voir ce qui va bien. C'est voir quelles sont nos ressources, finalement, plutôt que de voir, qu'est-ce qu'on a à changer, à améliorer. Ça ne veut pas dire qu'on occulte, mais qu'est-ce qui est déjà bien en place chez nous? Est-ce que c'est, Nathalie, quelque chose qui se travaille individuellement, ou est-ce que... Oui, les deux. Alors en fait, il y a effectivement des accompagnements individuels et il y a des outils dont je parlerai tout à l'heure qu'on peut appliquer tout seul chez soi. En fait, et c'est très simple et très concret. C'est ça qui est chouette en fait dans cette discipline. Et puis on peut travailler aussi en groupe. Il y a de bon nombre d'ateliers qui ont lieu, qu'on appelle les ateliers du bonheur, etc. Il y a, je pense notamment à une auteure très connue maintenant qui est spécialiste de la psychologie positive, qui est Florence Servan-Schreiber, qui a écrit ce livre dont j'avais parlé dans une précédente émission, 3 kiffs par jour. J'en reparlerai tout à l'heure de ces histoires de kiffs. Elle est connue pour ça. Elle se dit professeure de bonheur aujourd'hui. En tout cas, elle anime des ateliers un peu partout en France, principalement à Paris, mais aussi dans d'autres. Et puis on en trouve. Moi-même, j'en anime de temps en temps. Donc on peut être accompagné de manière individuelle ou de manière collective. Et c'est en fait tellement simple qu'on peut insérer ça très facilement dans son quotidien. C'est ça qui est plutôt chouette. Il n'y a pas tout à bouleverser. On n'est pas dans une thérapie qui va gratter les trucs qui font mal, les blessures, les machins. Non, c'est autre chose en fait. C'est des baumes au quotidien, quoi. Alors on a peut-être, je suis pas du tout en train de minimiser, puisque j'allais dire tout dépend à quel stade on en est de notre quête. Voilà, ça dépend comment on va en fait. Bonheur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça s'adresse plutôt à des gens qui vont assez bien, qui ont juste envie d'aller mieux. Les gens qui vont mal ou super mal, on a d'autres techniques pour les accompagner, d'autres outils. Je le vois moi-même au quotidien. Ça répond à une part du public, en fait. Donc c'est important de le préciser d'ores et déjà. Donc comme je venais de le dire, c'est une discipline scientifique. Ça suppose qu'il y a des expérimentations, des études, donc applicables au plus grand nombre, et puis une validation d'outils pour augmenter notre niveau de bonheur. Donc c'est identifier les forces, tout ça, je viens de le résumer. Alors justement, quand on parle de force, est-ce que nous sommes tous égaux face au bonheur, selon toi, Bruno? Est-ce qu'on a tous la même capacité au bonheur, à la joie? Je pense pas. Ouais. Je pense pas. Je crois que tu as bien raison, en fait. Hélas. Voilà. Bon, en même temps, il n'y a pas de fatalité non plus, je m'explique, mais d'une certaine façon, nous ne sommes pas égaux devant le bonheur. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les recherches scientifiques ont trouvé
que notre capacité à être heureux se divise en 3 morceaux. Et ça, c'est super intéressant, tu vas voir. Donc, il y a 50% qui incombent à notre prédisposition génétique. Elle peut être forte, moyenne ou faible. Donc, ces 50%, elles sont gouvernés, on le sait maintenant, par la longueur du gène 5-HTT. Plus la version de ce gène est longue, plus on est positif, optimiste et donc potentiellement heureux. Donc là-dessus, on peut rien parce qu'on est sur de la génétique, on est bien d'accord, c'est 50%. Donc c'est la valise, c'est ce qu'on a dans la valise au départ, quoi. C'est nos fondations, c'est le socle. C'est notre capital, quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est notre capital. Donc là-dessus, on n'a pas de pouvoir. Il y a 10% de notre capacité à être heureux qui sont conditionnés par les facteurs, les événements extérieurs. Et alors là, moi, quand j'ai lu ces études et que j'ai œuvré là-dedans, je me suis dit, mais seulement 10%? Parce qu'en fait, la plupart du temps, on a l'impression, je sais pas toi, mais que selon la météo, l'humeur du collègue, du patron, on est plus ou moins heureux. Mais c'est seulement 10%. Ça nous impacte seulement à 10%. On a l'impression que ce qui se passe à l'extérieur vraiment nous impacte de manière la plupart du temps considérable. Ça n'est pas vrai. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc on avait 50%, on a 10%. Si on calcule bien, il nous reste 40%, puisqu'on a dit 3 morceaux. Alors les 40% restants, ils dépendent intégralement de notre comportement et surtout du regard que nous posons sur les situations. Et ça, je trouve que c'est une magnifique nouvelle. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Ça signifie que cette part de 40%, nous avons du pouvoir. Ça dépend de nous, puisque ça dépend du regard qu'on va poser dessus. 40%, c'est pas rien, là. Il y a une notion de motivation dans tout ça. Il faut être motivé à aller chercher le bonheur. On peut être démotivé. Alors, mais justement, c'est de se dire, ces 40%-là, ils m'appartiennent et j'ai du pouvoir dessus. Je peux agir dessus. Donc, les choses, elles ne sont pas figées. Alors, évidemment, ça va dépendre de notre motivation, comme tu le dis, de notre implication à vouloir changer les choses, notre regard, etc. Mais c'est bien de se dire que c'est pas figé, parce que, par exemple, sur les 50% tout à l'heure, c'est plié, cette affaire, on n'y peut rien. On arrive avec le truc, le bagage au départ, on n'y peut rien. Mais là, de se dire qu'on a 40% de marge de manœuvre, d'une certaine façon, pour être plus heureux, et que sur ces 40%-là, si on va chercher les bons outils que je vais donner tout à l'heure, on va pouvoir agir, on va pouvoir modifier les choses. Il faut trouver les bons leviers, comme on dit. Voilà. C'est de ça dont on va parler plus concrètement tout à l'heure. Mais ça, je trouve que c'est super rassurant de se dire que rien n'est figé et qu'on a un potentiel d'évolution, de modification qui nous est propre. Et du coup, on récupère du pouvoir personnel. Ce qui est rassurant, c'est de savoir qu'on peut être aidé pour ça. Oui. Puisque tu l'évoquais tout à l'heure, et tu vas peut-être en reparler sans doute. Oui, parce que tu as l'impression qu'on peut patauger un petit peu, en fait, dans cette espèce de quête. J'ai l'impression que parfois ça peut être complexe flou pour certains, d'aller trouver le bonheur, pour peu qu'il y ait un bonheur idéal. Probablement pas, mais... Le bonheur est propre à chacun, de toute façon. Enfin, on va le définir au fur et à mesure en déroulant l'émission. Mais c'est vrai que ce qui vaut bonheur pour toi n'est peut-être pas ce qui vaut bonheur pour moi, en vérité. Le tout, c'est de trouver sa part à soi, ce qui résonne profondément pour soi. Et après, au travers des outils, les outils ne donnent pas de réponse. Les outils sont des leviers, comme tu le disais, en fait. Donc, je trouve que c'est plutôt rafraîchissant et plein d'espoir que les résultats de ces études, que de se dire que quand même, on a 40% sur lesquels on peut agir. Et finalement, les facteurs extérieurs, c'est pas si important que ça. Et je vais y revenir tout à l'heure sur des choses dont on a l'impression que très souvent, ça a une forte influence sur nous. Je pense notamment à l'argent, à la santé, au couple. Et on verra que tout ça, c'est des fausses idées. Mais avant ça, on va peut-être se faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, écoute, Kali nous propose de se poser la question, c'est quand le bonheur? D'accord. Je suis pendu à vos lèvres, espérant le oui,
À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez, je suis pendu à la cravate dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tombé cette journée que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Et puis ce goût amer est venu taper, c'est ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui me que ces vieux amours, c'est qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne. Décidément, c'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Et si on allait bien, 19h, 20h, avec Nathalie. Alors j'étais en train de dire à Bruno que pour Cali, je ne sais pas si la psychologie positive suffirait au vu de son humeur dans cette chanson. Mais je suis sûre que dans la vie, il est beaucoup plus gai que ça. Mais c'était un petit clin d'œil parce qu'effectivement, c'est une vraie question. C'est quand le bonheur, des fois, on a l'impression qu'on l'attend. Est-ce qu'il faut l'attendre, tout ça? On va se le dire au fur et à mesure. Alors on en était sur les idées fausses. C'est ça que je voulais aborder, les mythes. Sur ce qui peut nous rendre heureux. Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous estiment que ils seraient plus heureux s'ils avaient plus d'argent, s'ils étaient plus intelligents, s'ils étaient amoureux, en pleine santé, jeunes et beaux, etc. On va voir ça un petit peu, parce que tout ça, ça a été étudié aussi, donc par la psychologie positive, la science du bonheur, je rappelle. Alors sur l'argent. Alors c'est vrai que le manque d'argent peut rendre malheureux. Quand les besoins vitaux et sociaux ne sont pas assouvis, ça, on est OK. Simplement, à partir d'un certain seuil, que je n'ai pas, ne me demande pas Bruno, la richesse, le niveau de revenu, n'augmente plus notre niveau de bonheur. Et même, ils ont fait une constatation un peu incroyable, c'est qu'une augmentation soudaine et significative d'argent, par exemple gagné au loto, si elle apporte du mieux-être sur le moment, ça ne dure pas. En fait, une étude a été faite sur des gros gagnants à la loterie. 1 an après leur gain, leur niveau de satisfaction était revenu au niveau initial, voire inférieur à celui de l'événement. C'est assez incroyable finalement. Bon, Alors on rêve tous souvent on rêve de gagner au loto. C'est pas la peine, moi je vous le dis, parce qu'au bout d'1 an, c'est retour à la case départ, voire en dessous, en termes de bonheur. C'est assez incroyable ça. On dit bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Voilà, c'est pour ça que je disais. Pour rester dans les grands classiques, mais bon, en même temps, c'est pas faux quand même. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a besoin d'un seuil minimal. Je l'ai dit au préalable, évidemment, on est bien d'accord. Alors la santé, c'est pareil. Là, des mesures ont été faites auprès de personnes ayant eu de grands chocs sur le plan de la santé, avec parfois des événements qui ont entraîné un handicap. Donc on est sur des choses lourdes là. Eh bien là encore, le niveau initial de bonheur se retrouve au bout d'1 an. C'est-à-dire qu'1 an après l'événement, le choc, la personne est aussi heureuse qu'avant. C'est un peu dingue. Et ces personnes sont aussi heureuses que des personnes en bonne santé. Alors tu vas me dire, mais comment ça se fait si on se retrouve dans un fauteuil roulant? C'est vrai, quand on se projette, on se dit, mais c'est un truc, ce serait insupportable pour moi et je préférerais... voilà. Et en fait, non. Parce que comme pour l'argent, alors d'une manière différente, évidemment, cela tient à la capacité qu'a l'être humain de s'accoutumer au changement.
qu'il soit positif ou négatif. C'est notre capacité d'adaptation qui fait qu'on arrive à dépasser le truc. Ça fait partie en fait de nos stratégies de survie. C'est assez incroyable, hein. C'est d'ailleurs ce qui fait que on a l'énergie de se soigner après l'annonce d'une maladie grave ou de nous recentrer sur nos priorités, sur les priorités de la vie après une grande joie. En fait, hein. C'est cette capacité d'adaptation qu'a l'être humain, en fait. Hein. La beauté. Alors là, je vais décevoir certainement les adeptes de la chirurgie esthétique. Parce que là aussi, plusieurs études montrent que l'augmentation de satisfaction ressentie après la pose d'implant mammaire, un lifting, une liposuction, n'est pas concerné, hein, Bruno, hein, par tout ça, n'est que de courte durée. Parce que, en fait, alors évidemment, ce qui est à noter, c'est que s'aimer davantage physiquement, c'est un facteur qui permet d'augmenter notre potentiel de bonheur. Mais avoir le recours comme ça à des choses extérieures, c'est vraiment de très, très courte durée, à peine quelques mois en fait. Donc ça nourrit pas le bonheur, à peine l'estime de soi finalement. L'âge. Alors l'âge, on pourrait penser que qu'on est plus heureux quand on est plus jeune. Que nenni. Et là moi-même je suis tombée de ma chaise parce qu'en fait le sentiment de bien-être décline lentement à partir de 20 ans jusqu'à 40 ans. Pour amorcer ensuite une nette remontée avec une apogée vers 65 ans. Et moi, là, je dis, youpi, on est dedans. On a passé la quarantaine, ça y est, on est en train de réamorcer et de partir vers l'apogée du bonheur. Tu vois, Bruno, c'est quand le bonheur? Faut répondre à Kelly après 40 ans. Entre 40 et 65. Bon, voilà. Oui, après, voilà, est-ce que c'est vérifiable pour tout le monde? Je ne sais pas. Alors, ce sont des études scientifiques applicables au plus grand nombre, avec toujours le principe des exceptions, etc. Mais il y a un principe généralisable. Hein, voilà, on est bien d'accord. Alors, la vie sentimentale. Alors là, pour le coup, on est sûr que ça nous rend plus heureux. Hein? Oui, a priori. Vaste sujet. Oui. Alors, c'est vrai que la psychologie positive révèle qu'effectivement, les relations affectives, elles jouent un rôle déterminant dans notre niveau de bien-être. Les personnes en couple paraissent plus heureuses, car en fait elles trouvent du soutien, du partage, etc. Hein. On est bien d'accord. Simplement, les bienfaits semblent limités aux premières années de la vie commune. En fait, le pic émotionnel, écoute ça Bruno, est atteint au bout de 2 ans. Et oui. Parce qu'après, il va en s'amenuisant, d'où l'intérêt de prendre soin de sa relation au quotidien. C'est-à-dire qu'à partir de 2 ans, ça commence à décliner, quoi. Bon, voilà. Donc profitez bien des 2 premières années, messieurs, dames. C'est assez surprenant quand même comme données. On entend souvent l'histoire d'amour ne dure que 3 ans, etc. On entend souvent ça, fameux cap des 7 ans. Oui. Tu as jamais entendu tout ça? Le cap des 7 ans, oui, peut-être. Oui. Mais bon, ouais. Le cap des 2 ans ou 3 ans, non, je connaissais pas. Des 3 ans, moi j'ai souvent entendu. Et alors ça s'arrange pas avec la famille, parce que 97 études ont été faites sur 50 000 personnes, ce qui est pas rien, hein, et elles ont conclu que en fait les couples avec enfants sont moins heureux que ceux qui n'en ont pas. Et plus on a d'enfants, moins on est heureux. Bon, d'accord. Et en même temps, à la question « qu'est-ce qui nous rend le plus heureux ?», la plupart des personnes répondent « les enfants ». Alors il y a un paradoxe, mais en fait on explique ça par le fonctionnement du cerveau, parce que le cerveau retient les pics émotionnels, les joies procurées. Puis avoir un enfant, c'est a priori une grande joie, donc ça prend le pas sur tout le reste. C'est comme ça que ça s'explique en fait. Donc les relations, elles restent néanmoins fondamentales. Hein. Il y a eu très très longue étude là, dont on a eu les résultats il y a très peu de temps, qui a duré 75 ans. Ils ont fait une étude en psychologie positive sur 75 ans. Ils ont suivi 724 personnes aux États-Unis, des hommes au départ. Il y a encore 60 personnes de ces 724 qui sont vivantes. Ils ont étendu l'étude aux descendants, soit 2000 enfants. Et donc, en fait, ils ont étudié, alors via des questionnaires, mais aussi via des dossiers médicaux. Ils ont prélevé du sang, ils ont fait des scanners, ils ont parlé aux enfants, aux femmes. Enfin, ils les ont même filmés. Vraiment un gros truc. Hein. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont appris de tout ce bazar? Parce qu'ils ont fait des dizaines et des dizaines de milliers de pages en 75 ans. Tu imagines, hein? C'est pas rien. Et bien, en fait, le message le plus évident, et là, on va se dire, mais oui, bien sûr, c'est que les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé, dit-on. Bon, quand on a dit ça, on a tout dit. On a dit que les connexions sociales sont très bonnes pour nous et que la solitude tue. Voilà.
On arrive à cette conclusion que c'est pas seulement le nombre d'amis qu'on a, le fait qu'on soit engagé ou non dans une relation, mais c'est la qualité de nos relations qui compte. Ça, évidemment. Du coup, il aura fallu 75 ans pour arriver à ça. Hein. Je te vois sourire, mais on le savait déjà, en fait. Hein. Et puis, il y a eu vraiment plein de données qui ont été fournies sur la santé, sur vraiment l'impact positif des relations chaleureuses, hein, saines, évidemment, sur la santé. Donc, ce qui nous ramène un petit peu à une citation de Mark Twain que peut-être tu connais et qui est assez connue. On n'a pas le temps. Si brève est la vie, pour les chamailleries, les excuses, l'animosité, les appels à rendre des comptes. On n'a que le temps pour aimer. Je trouve que Mark Twain a plutôt bien dit plutôt raison. Hein. Oui. Donc finalement, on voit que on avait un paquet d'idées fausses sur ce qui peut nous rendre heureux. On pensait l'argent, on pensait la santé, le couple, les enfants, les belles relations. Alors oui, ok, hein, bien sûr. Mais en même temps, ce qui est pertinent, sans doute, d'entendre, de noter, c'est peut-être d'abord de se demander ce qui est vraiment important pour soi. On se le disait en off tout à l'heure. Et de se souvenir que le sentiment de sécurité, ce sentiment sur lequel se fonde la sensation d'être heureux, ce sentiment de sécurité-là, il vient d'abord de soi. Que la sécurité est intérieure, elle vient de l'être profond. Et que c'est à partir de là, à partir de ça, que l'on est d'abord heureux. Tu n'en es toujours pas à ta conclusion, puisqu'on n'est pas arrivé à la conclusion de l'exposé, mais voilà, est-ce que c'est pas un équilibre entre toutes ces choses-là qui font que le bonheur arrive ? Oui, c'est peut-être d'abord être heureux d'être avec soi-même, c'est-à-dire avoir suffisamment d'amour de soi, je parle pas d'amour narcissique, mais suffisamment d'amour de soi pour effectivement se mettre en lien avec les autres et être un élément attractif, j'ai envie de dire, pour les autres. Donc oui, c'est un équilibre, mais en réalité, tout part de soi. Si on est bien avec soi-même, pour le coup, on va être bien avec les autres, quoi, a priori. Donc commençons par nous aimer nous-mêmes. Est-ce qu'on a une petite chanson avant d'aborder, parce que je finirai ma chronique de ce soir par comment être heureux, et puis là on verra les outils ensemble. Eh bien, on va essayer de confier notre bonheur à Simsimilia, avec tout le bonheur du monde. Eh bien voilà. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.
j'ose espérer que ça suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur. Et si on allait bien, 19h, 20h avec Nathalie. Du coup, avec Bruno, on parle de bonheur ce soir, avant de rejoindre tout à l'heure notre coup de cœur. Et on en était donc, au travers de la psychologie positive, cette science du bonheur, on en était arrivé à énoncer les outils pour être concrètement plus heureux, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, une fois qu'on a philosophé sur le bonheur et tout ce qui s'ensuit, c'est comment on fait au quotidien pour être plus heureux. Alors, les outils que je vais évoquer là, pour certains, ça a l'air un peu bateau, mais pour le coup, ils ont le mérite d'être souvent très concrets, et c'est bien de cela dont nous avons besoin dans nos vies. Alors, le premier des outils qui a été identifié par la psychologie positive, c'est la gratitude. Je suis sûre que tout le monde a entendu parler de tout ça. Elle augmente de façon importante notre bien-être. Alors, parce qu'on se focalise, en fait, on focalise notre attention sur ce que nous avons, sur ce qui va plutôt bien dans nos vies, plutôt que sur ce qui manque ou sur ce qui ne va pas. Et de ça, on est reconnaissant. Alors, la gratitude, on peut la formaliser dans son quotidien, c'est-à-dire qu'on peut se prendre un petit carnet. Je donne un exemple, un carnet de gratitude, un carnet de kiff. J'ai déjà parlé des kiffs dans une autre émission. Et puis, on peut noter 2-3 choses, on va dire, 3 éléments, situations, 2-3 fois par semaine, ou chaque soir, si on en a envie, pour lesquels on a éprouvé de la gratitude dans la journée. Mais alors, pas de manière automatique, pas de manière routinière, Bruno, mais en se reconnectant à ce qu'on a ressenti, éprouvé, alors, en fait. C'est ça, donc la gratitude, c'est vraiment l'outil principal de la psychologie positive. Être reconnaissant, mais même pour les petites choses, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des super nouvelles, des super cadeaux. Ensuite, la générosité. Donner du temps, de l'argent, de l'attention, rendre service, rend plus heureux, ça a été prouvé par les études. Donc ça, c'est facile à faire, et en plus, c'est contagieux, parce que celui qui reçoit, mais il aura souvent envie de donner à son tour, en fait. Sourire, figure-toi. La psychologie positive a identifié un mécanisme neuronal qui s'appelle la rétroaction faciale. C'est quand on est joyeux, tu sais, on sourit facilement. Eh bien, l'inverse, ça marche aussi, c'est-à-dire, si on affiche un sourire, on envoie un message à notre cerveau qui l'interprète comme un signe de joie, même si c'est un faux sourire, tu vois, un sourire forcé, un sourire commercial. Et du coup, tout ça, ça met en marche la sécrétion de neurotransmetteurs. C'est vachement bien. Donc, affichons un sourire le matin face déjà à notre miroir, et d'un seul coup, paf, il y a des tas de choses qui se passent au niveau du cerveau, et c'est formidable. Donner du sens, savoir ce qui est important pour soi, c'est la question des valeurs. Qu'est-ce qui, à mes yeux, vaut tout l'or du monde? Et lui laisser une place dans sa vie. Ça fait partie de ces outils pour aller bien, pour aller mieux, pour être plus heureux. Soigner ses relations à autrui. On a parlé tout à l'heure des relations couple, famille, des relations générales. Alors figure-toi, Bruno, que grâce à de très savants calculs, on a établi un ratio, le ratio de Losada, qui identifie que le bien-être dans les relations se construit sur un rapport de 3 sur 1. 3 sur 1 quoi? 3 paroles positives pour 1 négative. Dans un couple, c'est 5 paroles positives pour 1 négative. Ça crée une relation épanouie. En fait, c'est apprendre à complimenter, à féliciter l'autre et à renoncer aux critiques parfois gratuites, de celles qui défoulent, par exemple. Donc, pensez, quand vous serez en interaction, dans un échange avec quelqu'un, de manière régulière, 3 paroles positives pour 1 négative. Et pour le couple, c'est 5 pour 1 négative. Apprenons à complimenter. Ensuite, il y a autre chose dans la psychologie positive qui peut nous aider, c'est changer son rapport au temps. Sortir du pilotage automatique, de la course effrénée, vivre l'instant présent. On entend ça très très souvent.
Je rappelle que le passé est terminé, hein, donc le ressasser ne peut pas le changer. Je sais pas, mais t'as essayé, mais moi j'ai essayé aussi longtemps, mais ça n'a rien fait. Le ressasser, ça n'a rien fait. Ça va nous faire des choses à tester. Hein. Ouais. C'est vrai que je les énonce assez vite parce qu'on a envie de recevoir notre invité tout à l'heure. Hein. Alors, anticiper le futur, c'est pareil, c'est peu productif parce que globalement, on n'a pas tellement de contrôle dessus. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les choses, elles se déroulent rarement comme on les a projetées en fait. Hein. Donc du coup, on ralentit le rythme. Et on se centre sur l'ici et maintenant. Je suis à ce que je fais. Quand je me brosse les dents, Bruno, je me brosse les dents. Je ne suis pas en train de faire ma liste de courses. Voilà. Du coup, donc c'est une question d'organisation. De lâcher prise, on va en parler dans 3 secondes. Du coup, on limite les pensées intrusives, et puis voilà, on dégage de l'espace et de la clarté pour notre cerveau. Donc il y a plein d'outils pour ça, la cohérence cardiaque, la méditation de pleine conscience, la sophrologie. On a reçu des professionnels autour de ça. Donc je vous renvoie à nos émissions. Pardonner, j'en ai parlé à Noël, je ne vais pas développer ici, c'est pareil, apprendre à pardonner. Développer son optimisme, ça a l'air bateau évidemment pour être plus heureux, vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. En fait, il ne s'agit pas de se voiler la face devant les malheurs du monde ou de faire le bisounours, c'est vraiment changer son regard et son vocabulaire aussi. Alors, ça c'est très très important. Prendre soin de son corps, avoir une activité physique, savourer les petits plaisirs, une glace, un rayon de soleil, l'arrivée de la neige, tiens, on l'attend là cette année. Lâcher prise. Alors là, il faudrait une émission entière sur ce fameux lâcher prise. Peut-être on se la réserve pour bientôt, parce qu'on en parle souvent. On en parle très souvent, oui. Ça va être incontournable. Ouais, ça c'est quoi ? Disons que si on résume, parce que c'est quand même... voilà, c'est cesser de vouloir contrôler ce qui n'est pas de notre ressort. En fait, c'est faire confiance. Ça n'est pas abandonner, renoncer pour autant. C'est accepter ce qui vient, que ce qui vient est pour le mieux. Accepter la justesse de ce qui est déjà là. Alors, vous me direz, super facile. C'est ça, c'est faire confiance, le lâcher prise. On pourrait continuer encore et encore. En fait, on a fait un joli tour d'horizon, je crois, autour du bonheur. Bruno, il y avait tellement de choses à dire en vérité. On a fait des découvertes, on a vu des outils. Là, j'en ai repassé en revue. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, absolument. Mais après, voilà. à chacun de choisir dans tout ça. Ce qui résonne. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que peut-être être heureux, c'est apprendre à construire des ponts avec soi pour mieux se connaître. Être attentif à ses besoins, ses émotions, ses valeurs, on en a parlé, ses points forts, pour réussir ce précieux cocktail de sens, de plaisir, d'engagement. Et puis, c'est peut-être aussi construire des ponts avec ceux qui nous entourent, en entrant dans la bienveillance, la gratitude, l'ouverture du cœur. Et alors, là, on peut réenchanter sa vie chaque jour parce que ça se construit chaque jour. C'est pas une bonne fois pour toutes. C'est ça le bonheur finalement. Être bien avec soi, pour être bien avec les autres, au quotidien, pas après pas. On a le temps pour une petite chanson ? On a le temps pour une petite chanson, ça va nous permettre de joindre ton invité coup de cœur de ce soir. Eh bien super. Allez, voilà.